Claude, merci beaucoup d'accepter cette invitation pour parler d'un ouvrage que tu viens de sortir. Donc, je précise, mais on aura l'occasion de reparler de toi. Claude Arribas, donc on est en mars 2026, à l'occasion de l'émission Les livres des voix humaines, de la radio du même nom, Les Voix humaines, qui diffuse en direct sur Internet à www.les-voix-humaines.com. Alors, c'est une radio qui a l'ambition d'évoquer et de donner une voix à toutes les personnes passionnées par les transformations, qu'elles soient économiques, culturelles, sociologiques, sociales, technologiques. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Claude Arribas, qui est un professionnel de longue date, que beaucoup connaissent dans notre métier, dans le métier du coaching professionnel, et qui va nous évoquer son dernier ouvrage, Transformer sans trahir. Alors Claude, ce que j'ai envie de te dire, c'est déjà de donner quelques éléments de ton parcours, des éléments saillants qui maillent ton histoire. Alors, tout d'abord, merci Gabriel pour ton invitation. Je suis fier, honoré de démarrer dans cette radio avec toi. Donc, merci beaucoup. Mon parcours, je commence à quel moment? Quand je suis né, Tu choisis ce que tu veux. Alors, ça peut être dès la naissance, l'arrivée sur Terre de Claude Arribas, l'univers, la fac ou je ne sais quoi, l'enseignement supérieur, ou après. Non, plutôt, je pense à partir de ton expertise ouais, professionnelle, bien sûr, si bien ça sûr. te convient. En fait, dans mon expertise professionnelle, il y a un élément important, c'est mon parcours avant d'être coach. C'est-à-dire qu'avant d'être coach, je suis issu de l'informatique et il y avait un parcours de manager avant de créer mon entreprise Hans, où en fait, avec trois copains, on a créé une société d'informatique qu'on est passé de 15 salariés à 150 salariés en 5 ans, 5-6 ans. Et je m'occupais des équipes commerciales et directeurs commerciaux et l'équipe technico-commerciaux. Donc ça, c'était important parce que ça m'a permis cette expérience-là de comprendre le management, de le vivre et aussi de comprendre, pourquoi parfois, 1 + 1 ça faisait, 8 et parfois 1 + 1 ça faisait moins que 0. Parce qu'on rachetait des sociétés qui étaient en difficulté, on les remontait, c'était avant les années 2000. Donc ça, c'était intéressant, cette partie-là. Et ensuite, c'est une entreprise qu'on a revendue et j'ai quitté le groupe donc en 2002 pour me lancer dans le coaching. C'est-à-dire faire ce que j'aimais, c'était permettre aux autres de réussir, leur objectif. Ça, c'était mon élément. C'était important pour moi d'évoquer cette partie-là parce que c'est cette partie-là qui m'a permis d'arriver là-dedans. Avec un passé que parfois je dis qui m'a touché aussi, j'ai parlé d'informatique, mais un passé de sportif, pas de haut niveau, hein, mais quelqu'un qui faisait du judo et ça m'a marqué aussi dans ma carrière. Et après, beh, j'ai rencontré le coaching, ouais. J'ai fait une première école de coaching avec Vincent Lénart, le coach intime avec, souvent je le dis, cette chance que j'ai eue, c'était je crois au début où Vincent commençait à déléguer, son école, dans les régions et donc c'était un Montpellier et Vincent venait en fait, parce qu'il commençait cette partie-là, donc on avait la chance d'avoir Vincent et de l'avoir en fait toute la journée et voire même le soir puisqu'il restait à l'hôtel avec nous et ainsi de suite. Donc ça, c'est ma première formation. On a déjà ce point commun, effectivement. Je reviens juste très brièvement sur la première évocation, quand tu dis que tu as été dirigeant d'entreprise avec tes collègues et que vous avez monté une entreprise finalement qui a atteint 150 personnes. C'est effectivement majeur parce que souvent, euh, on peut avoir l'impression que le coach vient un peu de nulle part ou qu'il n'a pas vécu la complexité, la subtilité de la direction ou du management en entreprise. Et je fais partie, comme toi aussi, de ces gens qui ont vécu ça sur le terrain. Et je souligne l'importance de ce vécu, de cette pratique, avant d'aborder la notion de coaching professionnel. C'est pour ça que souvent on dit que c'est un métier un peu de deuxième partie de carrière ou de cheveux blancs, d'ailleurs. Donc, super. Merci là-dessus. Et ce qu'on a de commun aussi, c'est que bah, je me suis aussi formé chez Vincent Hénart au départ. Et j'ai aussi enseigné avec lui. Donc, ça fait deux beaux points communs. Donc c'est Super. superbe et donc c'est justement en me formant avec Vincent, j'ai découvert le coaching, autrement parce que j'avais cette image du coaching du monde du sport et c'est là par Vincent que j'ai compris pourquoi des fois 1 + 1 ça faisait 8 et 1 + 1 ça faisait moins que 0, quand on a racheté les sociétés et après,
par mon expérience, j'avais besoin de le coaching, je voulais l'amener plus sur le côté équipe et organisation et c'est là que j'ai rencontré Alain Cardon et je me suis formé avec Alain en 2004, et là, j'ai suivi tout le parcours supervision, toute la partie qui va bien avec Alain et justement avec Alain, on a commencé à c'était le démarrage aussi d'Alain, la partie systémique. Bon, il avait déjà commencé, mais c'est donc on a commencé à faire des clients ensemble, des coachings d'organisation ensemble avec Alain et après, beh, j'ai commencé à j'ai développé mon activité et comme toi, Alain m'a proposé de développer la supervision, développer, l'école et dans ma phase de mon activité 1, c'est qu'il y a maintenant plus de 20 ans, au début, je démarrais avec des PME. C'est-à-dire je travaillais autour de ma région de Montpellier. Comme je suis, comme je viens de dire, je suis né en France, de parents espagnols. Donc, à la maison, on parlait français et espagnol et j'ai commencé à traduire, mes articles que j'écrivais en espagnol et c'est comme ça que l'entreprise Repsol, qui est un pétrolier, est venu me chercher. Parce qu'eux-mêmes, avaient une culture de coaching individuel et voulaient transformer l'entreprise. Et à transformer l'entreprise, ils n'arrivaient pas à trouver, des gens qui les accompagnaient à modifier leur système. Et donc j'ai commencé à travailler avec Repsol et c'est une boîte où je suis resté, 6 ans. Alors, je ne sais pas si tous nos auditeurs connaissent Repsol, mais c'est une grosse multinationale quand même, hein? C'est le concurrent de Total en Espagne. Oui, c'est ça. Est-ce que tu as à peu près le nombre de salariés, qu'on ait une idée, une implantation au niveau international? C'est 27 000 salariés, Ouais, donc ça commence à être très sérieux. Est-ce que tu peux nous dire aussi peut-être juste rapidement un mot de ta consoeur Evelyne que tu évoques dans ton livre? Alors, avec Evelyne, que j'évoque dans mon livre, c'est quelqu'un avec qui on s'est rencontrés, parce que justement, par Repsol, avec eux, j'ai accompagné une direction générale donc en Espagne, au Pérou, en Argentine aussi, je suis allé et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un marché en Amérique latine, sur le coaching d'équipe. Que là, c'était pareil, il y avait un gros développement sur le coaching individuel et que, il y avait un marché là-dessus. Donc je me suis dit: «Tiens, pourquoi pas développer l'école d'Alain Cardon, Métasystème, en Amérique latine?» J'avais commencé un petit peu en Espagne et en fait, en Espagne, j'avais des gens qui venaient se former depuis l'Amérique latine à Madrid. Donc j'ai commencé là-bas et en fait, Evelyne était une des premières élèves que j'ai formées, au Chili et très vite, Evelyne m'a dit: «Mais Claude», elle était coach interne dans le monde de la santé et elle m'a dit: «Claude, viens, quand tu viens en formation, moi je te prends pour coacher des équipes dans le monde de la santé». Et en fait, on a commencé à travailler ensemble là-dessus et donc du coup, on a développé, l'école ensemble, mais surtout des clients, ensemble, entreprises et dans le monde de la santé. Et donc justement dans le livre, quand j'ai commencé à l'écrire, «Transformer sans trahir», j'ai échangé avec elle beaucoup sur le livre. C'était au départ, j'échangeais mes idées avec elle, avant de l'échanger avec les IA. J'échangeais avec elle et après c'est comme ça que le livre il est né, en fait. Alors, tu évoques l'IA, ça tombe très bien. J'ai vu qu'il y a 2 sujets sur lesquels tu t'interroges beaucoup par rapport à la transformation des organisations. L'IA que tu évoques d'ailleurs, dans une forme de coécriture, si je puis dire, mais tu en diras, sûrement 2 mots, sur ce livre et puis, donc les fameux réseaux sociaux qui ont aussi de l'impact sur la qualité du lien et sur les organisations. Tu veux peut-être nous dire un petit mot sur l'IA déjà? Oui, alors sur l'IA au niveau du livre, je fais un jeu de mots dans une phrase puisqu'il y a une IA qui s'appelle le Claude et comme je m'appelle Claude, c'est rigolo. Alors je dis, le livre c'est de l'IA avec Claude, de Claude avec de l'IA. Donc après chacun chacun va voir combien il en est. En fait, sur l'IA, c'est intéressant parce que c'est un outil pour moi l'IA qui est un outil d'aide à la décision. Donc c'est pas un outil qui doit réfléchir pour moi et en fait, moi j'ai jamais été très bon à l'école, hein, notamment en français. Je faisais beaucoup de fautes d'orthographe, donc j'ai beaucoup utilisé l'IA par rapport à ça. D'ailleurs, quand l'IA est sortie, j'ai 2 clients qui m'ont dit, «Oh, on voit que l'IA t'aide bien parce que tu fais plus de fautes d'orthographe dans tes mails». Je fais: «Ah merci». Donc j'en faisais et Je suis fils de prof de lettres, hein, donc la nécessité de pas de faire de faute de frappe, pardon, oui, c'est un bon lapsus. La nécessité de pas faire de faute d'orthographe, était centrale dans ma famille, si tu vois ce que je je veux comprends, dire. je comprends. Moi, j'ai pris les maths, comme ça j'étais meilleur en maths et on me faisait l'appeler sur le français et donc en fait, j'ai utilisé l'IA par rapport à ça, à corriger et ce qui m'a gêné, quand j'ai commencé avec le livre, c'est que j'écrivais, je lui donnais et chaque fois, il me donnait des idées. Je lui dis: «Mais moi, je veux pas tes idées». J'ai expliqué comme ça à l'IA: «Je veux pas tes idées, moi, ce que je veux» et en fait, l'IA me dit, que j'étais trop, dans la forme,
Et donc il m'explique j'ai échangé avec lui en lui disant: «Voilà la forme que je veux dans mon écrit et il faut me l'appeler sur le reste». Et donc du coup, une fois que j'ai lâché C'est de bien que ça reste ta pensée, quoi, en fait. voilà, ce qui était intéressant pour moi, c'est qu'une fois que j'ai lâché, que je savais qu'en fait je déléguais la forme, mais la forme quand je dis dans ma façon d'écrire, j'y peux rentrer sur le fond. Mais par contre, ce que j'ai voulu rester sur la forme parce qu'en systémique, la forme est importante, aussi bien que le fond. Donc moi, ce que je voulais, c'est il se concentre sur uniquement la correction de mes fautes d'orthographe, de mon français, et puis c'était tout. Je voulais pas qu'il aille au-delà. Et ça, c'était intéressant dans cet échange-là, parce qu'ils viennent toujours, il va te dire, «Et telle idée», mais je m'en fous, telle idée. C'est intéressant parce que, l'IA crée beaucoup de dépendance et je pense que nous faisons partie de cette génération qui aime encore à penser par soi-même. Remarque, j'ai vu que chez les jeunes aussi, il y a vraiment aussi cette volonté de pas être dépendant de la technologie. Je suis pas sûr que ce soit une majorité dans l'avenir, mais, effectivement de garder cette, indépendance, cette autonomie de penser, de construire, d'élaborer, de diffuser, oui. Alors, tu évoques aussi un deuxième sujet que j'ai trouvé très intéressant puisque tu l'associes à la notion de solitude algorithmique. Tu parles de réseaux sociaux, ça me fait penser à cette phrase de Joël de Ronet qui me disait il y a quelques années, «Les réseaux sociaux, c'est seuls tous ensemble». Donc ça fait vraiment écho. Est-ce que tu peux me dire quelle perception tu as de l'impact des réseaux sociaux sur l'organisation, la qualité du lien, ce qui fait que finalement une organisation reste une communauté vivante? Alors pour moi, les réseaux sociaux comme l'IA, engendrent, de l'individualisme. C'est-à-dire Mmh. que, l'algorithme des réseaux sociaux te renvoie uniquement ce que tu as envie de voir. L'IA, te parle uniquement de ce qu'elle pense que toi tu aimes penser. Moi je me suis amusé à faire 2 choses dernièrement avec un collègue où on crée une conférence et en fait, j'ai dit: «Voilà, je vais donner mes idées à l'IA, tu vas donner tes idées à l'IA et on va les échanger pour dire: "Voilà, tu nous as fait 2 idées différentes, alors qu'on a les mêmes objectifs"». Et en fait, l'IA correspond à ce qu'il pense que je vais penser. Et en fait, ça crée une espèce d'individualisme des gens où, il y a même de je me sens plus fort que tout le monde parce que l'IA m'a dit que et donc j'ai la vérité. Et ça, je pense qu'en entreprise, ça crée du chacun pour soi et ça enlève du lien. Je pense que ça crée donc moi je parle beaucoup dans le livre de la reliance, parce qu'on est dans la déliance. Et je pense que l'entreprise et le système a créé de la déliance et ça nous a relié les gens. C'est plutôt finalement une bonne perspective pour notre place dans l'accompagnement dans le futur, puisque nous allons, pouvoir contribuer, ce que je pense aussi depuis quelque temps, contribuer à réhumaniser les espaces, c'est-à-dire à recréer ce lien, cette vibration, cette résonance qu'évoque, notamment Arthur, que je trouve très intéressante et que j'entends aussi dans tes propos. Donc ça donne finalement toute la place à l'accompagnement humain, contrairement à ce que certains pourraient s'imaginer. Merci pour ça. Du coup, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots les principaux enseignements que tu tires de tous ces accompagnements d'entreprise et notamment des 2 derniers que tu évoques dans cet ouvrage que sont Repsol et Toute la marée, les conditions de réussite et aussi les points de vigilance sur ces accompagnements, de transformation parfois assez globales et profondes? Alors, les points de réussite, c'est créer l'alliance déjà. L'alliance avec la personne que l'on a, sachant moi dans le livre, j'ai plusieurs exemples. Alors c'est vrai que je fais un focus sur Repsol et un focus sur Toute la Marée sur 2 chapitres et après j'ai plein d'autres exemples sur des startups et autres. Pourquoi ces 2 entreprises-là? Parce que Repsol c'est une grosse société multinationale et Toute la Marée, c'est une PME de 25 salariés, et que j'accompagne depuis plus de 20 ans dans ses différentes évolutions. Ce qui est important, l'élément de réussite, et c'est l'alliance et que l'entreprise, les gens qui vont jouer le jeu, qui vont accepter la transformation, qui en fait comprennent ou acceptent qu'on ne peut pas transformer à travers des idées du passé ou du présent. C'est-à-dire si je définis entre guillemets «trop bien» le futur, il est défini depuis un passé et un présent et donc du coup, je vais refaire la même chose. Et la transformation, c'est ça, c'est se laisser vivre en émergence. Et une transformation se fait depuis l'émergence, depuis ce qu'on va vivre à ce moment-là, et donc depuis la reliance. Et en même temps, c'est difficile de faire accepter à un dirigeant qu'il ne va pas s'appuyer sur ses expériences du passé, sur ses apprentissages. Donc on pourrait dire que c'est un enjeu d'équilibre entre, tenir compte de ses expériences et du passé
laisser la place à l'émergent est ce qu'il y a de fondamentalement nouveau? Tu le verrais comme ça? Il y a un enjeu là-dessus, il y a un enjeu qui est lié aussi aux résultats et en fait, ce qui me paraît important dans une transformation, c'est de revenir, ou de pas de revenir ou de rester plutôt sur une base de l'entreprise qui est quand même qui est le résultat. C'est-à-dire que si l'entreprise n'a pas de performance, le résultat, il disparaît. Oui, je partage tout à fait. Il faut pas être dans l'illusion de, on est tous gentils, on vit un monde merveilleux et puis s'il y a des résultats, c'est bien, s'il y en a pas, c'est pas grave. Oui, bien sûr, l'entreprise, elle doit d'abord, viser sa pérennité dans le temps et c'est d'abord une pérennité économique. Quand on est centré là-dessus, et que l'entreprise voit qu'il y a des résultats, rapidement, elle joue le jeu. Elle y va et les résultats en systémie se font de manière, fractale. C'est-à-dire, il y a les premiers petits résultats qu'on va voir en réunion. C'est-à-dire que, en équipe, je travaille sur la réunion où, on va améliorer le système de la réunion et là, donc l'équipe va prendre des décisions différentes, des décisions de qualité. Les réunions seront plus courtes, les relations entre eux seront meilleures, il y aura de l'apprenance, donc forcément, on veut continuer. Ouais et c'est cette partie-là qui est importante dans ma vision et parfois dans une transformation, j'en parle dans le livre, ça démarre de rien, pas de rien, d'une petite chose et parfois ça démarre d'un coaching individuel. C'est-à-dire que dans ma vision, c'est des échanges que j'ai eus, avec Vincent ou avec Alain ou autre. C'est-à-dire que quand on accompagne une personne individuelle et ça c'est mon parcours issu du monde du sport. En individuel, il y a, à mon goût, trop souvent, on est avec la personne, on va l'accompagner à travers son prisme. C'est-à-dire, elle va raconter ce qui lui est arrivé hier ou ce qui va lui arriver demain. Donc c'est ce qu'on appelle avant et après le match et moi, j'aime bien aussi pendant le match. Pendant et donc le pendant, c'est l'accompagner quand elle est en réunion et très souvent, quand on va rentrer sur le moment présent de la personne, là, on commence dans une transformation parce que de ce coaching individuel-là, on va rentrer dans de l'équipe et on va commencer à transformer un petit peu le reste. Et j'en parle dans le livre que, j'ai démarré des transformations d'entreprise depuis un petit coaching individuel qui a démarré après sur le reste. L'émission arrive bientôt à sa fin. J'ai envie de d'aborder encore 2 sujets que j'ai trouvé, enfin 3 sujets que j'ai trouvé intéressants. Le premier, c'est que tu évoques à la fin, l'impact de MeToo. Qu'est-ce que tu pourrais dire sur cet impact dans l'organisation? Alors, c'est même pas de MeToo, dans le livre, l'exemple que je prends, c'est que, je suis face à une entreprise qui part de ses valeurs, parce qu'une transformation, on est sur les valeurs et donc dans ces valeurs-là de l'entreprise, c'était de commencer pas de commencer, de travailler sur la parité, sur l'égalité, hommes-femmes et donc dans la reliance, on libère la parole. Le coach va libérer la parole et c'est une femme. On était en plein MeToo, donc forcément, peut-être qu'aujourd'hui le MeToo est un petit peu passé, mais on était en plein MeToo, en plein moment où c'était fort et cette femme qui ose dire et qui dit: «Bon, on parle de nos valeurs, mais nous-mêmes on n'est pas bons». Et là, de suite, ça a réagi. Ça a réagi et ce qui m'a surpris dans cette réaction, c'est que moi, le rôle de coach, c'est de libérer la parole, donc de permettre cette partie-là, de demander: «Est-ce que c'est un sujet que vous voulez travailler?» «Eh ben oui, c'est un sujet qu'on veut traiter» et en fait, j'étais très surpris de ce que à la fois a dit la femme et aussi des hommes. C'est-à-dire qu'il y a un homme qui dit: «Tu sais, moi, je sais plus comment vous parler, je sais plus comment m'exprimer, je sais plus, parce que je découvre que ce que je faisais avant n'était pas bon. J'apprends et maintenant je sais plus comment je dois faire. Donc je sais plus si je dois te regarder, je sais plus si je dois te donner un compliment» et là, j'ai senti qu'en fait, l'entreprise, tout le monde se freinait et donc on a réussi à parler, on a pu la dame, j'ai beaucoup aimé ce qu'elle a dit. Elle a dit: «Vous imaginez pas, le matin, je passe entre 20 minutes et 30 minutes à savoir si je mets une mini-jupe, si je mets cette jupe, si je mets ce maquillage, qu'est-ce qu'on va me dire?» Et l'homme disait: «Et moi, j'ose plus te regarder». C'est intéressant parce que ça permet aussi d'évoquer, les écarts de représentation, les interdits dans l'entreprise qui sont souvent, implicites, et qui ne sont pas les mêmes pour tous d'ailleurs. Ça permet d'évoquer beaucoup de sujets finalement et d'évoquer peut-être le sujet de la métacommunication qui est, un de nos grands outils de coach. Merci pour ce partage. Du coup, je ne sais pas si ça me fait le lien, enfin, il faut pas faire un lien direct, mais tu as évoqué un autre sujet. On parle souvent de communauté humaine, heu, au-delà de simplement une équipe performante.
Et tu évoques aussi un sujet qui peut être encore un peu tabou, en tout cas dans son expression, qui est la notion d'amour en entreprise. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Moi, je parle plutôt de gratitude, je reste, très, comment dire? Très vigilant en fils de prof dans l'emploi de mes termes, en fils de prof de lettres. Mais, est-ce que tu peux nous en dire un mot? J'ai osé dans le livre. Quand j'écris le livre, je me pose la question: «Est-ce que je l'aborde? Est-ce que je mets le mot amour?» Et je l'ai osé tout simplement pour 2 raisons. C'est qu'en Amérique latine, on aborde plus facilement ce sujet-là. Donc je me suis dit: «Tiens, c'est marrant comme interculturellement, on n'ose pas l'aborder, en France». Et quand l'entreprise, elle est vraiment dans une transformation, quand je dis dans une transformation, c'est qu'on a les 2 pièces de la monnaie qui vont ensemble, c'est-à-dire la performance et la relation humaine, la gratitude, ben, on ose parler d'amour. On ose dire: «Oui, je t'aime». Hein, on le dit pas ça dans l'entreprise: «Oui, je t'aime». Ah, en France, en tout cas, pas encore, mais je me souviens, peut-être que les choses vont encore évoluer. Je me souviens qu'il y a une trentaine d'années, on disait: «Tu sais, les émotions, tu les laisses à la porte de l'entreprise». On a quand même pas mal évolué là-dessus. Je dis pas qu'on a évolué partout et de manière linéaire, mais on a quand même pas mal évolué là-dessus. Donc qui sait si nous allons peut-être vers quelque chose dans ce sens? Peut-être juste un tout dernier mot qui va donner envie à nos auditeurs de lire ton livre, qui fait quand même, un peu plus de 300 pages, mais je rassure, c'est écrit quand même en gros, ce qui est bien pour les les vieux comme nous, pour les 2e ou 3e parties de carrière. On n'a pas besoin de mettre trop de loupe, c'est écrit plutôt, très clairement, très lisiblement, au-delà même du style qui est clair, qui est simple, qui, renvoie aussi une grande humilité de ta part, donc j'ai beaucoup apprécié ça. Peut-être dire donc 2 mots, le livre s'appelle «Transformer sans trahir, coaching systémique d'équipe» de Claude Arribas, chez Amazon, d'un peu plus de 300 pages, pour être très, très, très précis même, de 343 pages. Un dernier mot sur ton ouvrage? Pour encourager nos auditeurs à le lire, bien sûr. Je vais parler de moi, j'ai aimé l'écrire. J'ai aimé l'écrire et en fait, c'était le moment pour moi de l'écrire, et en plus, quand je l'écris, on n'est pas dans ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, avec le Moyen-Orient, mais je suis persuadé que c'est le moment de ça, c'est ma vision, le monde, il est dans un changement. Je n'ose pas le dire, mais je commence à dire un changement de civilisation, hein, d'équanimité, d'éléments. Et je pense que ce monde-là, on arrivera bon, forcément, on veut tous créer un monde meilleur. On y arrivera à créer un monde meilleur par l'entreprise. Je crois pas trop aux politiques. L'éducation, oui, mais l'éducation, c'est long et je sais pas si on a le temps. Et je pense que s'il y aura des changements qui se feront petit à petit par l'entreprise. C'est pour ça que je m'amuse à prendre dans le livre ces 2 exemples-là, d'une grosse entreprise et d'une petite entreprise, pour dire, voilà, les 2 arrivent à des choses où quelque part on arrive à parler, d'humour et d'amour justement dans ces entreprises-là et de la performance et c'est pour ça que je me suis dit: «C'est le moment de l'écrire». Super, bah, écoute, un grand merci Claude. Je rappelle que nous étions, en direct, de l'émission Les mots et les livres des voix humaines, de la radio donc Les Voix humaines, que vous retrouvez, sur internet et je vous invite bien sûr à écouter la radio, bien sûr à lire le livre, de Claude Arribas, «Transformer sans trahir, coaching systémique d'équipe» et je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et à très bientôt. Envie de réécouter vos émissions préférées? Alors rendez-vous dès maintenant sur toutes les plateformes de podcast Toutes les plateformes de podcast pour une immersion dans cet univers qui vous passionne.